Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Sol nous a fait voyager dans l'au-delà. Cette fois, on se contentera de l'infini puisqu'on va parler de The Mandalorian, saison 1 et 2, disponible sur Disney+, avec notre duo du jour, j'ai nommé Karel et Gabin. Comment ça va vous deux ? Bah écoute, ça va plutôt bien, je suis très content de livrer enfin cette critique de Mandalorian après 2 saisons à voyager. Et toi Gabin ? Eh ben ça va aussi, alors après des mandales ou rien, on va avoir 10 autres séries Star Wars sur Disney+, c'est incroyable, ça n'en finira jamais. Nous en sommes tous extrêmement heureux. Et je vous laisse deviner qui est Mando et qui est Grogu dans le duo que nous formons, évidemment. Évidemment. Et bien pendant que vous résolvez chez vous cette énigme, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitch, YouTube, Twitter et Discord. Karel, est-ce que tu es prêt ? Toujours prêt. Eh bien c'est parti. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. The Mandalorian se déroule 5 ans après la chute de l'Empire Galactique. On suit un chasseur de primes, donc le Mandalorien, joué par Pedro Pascal, qui, après avoir sauvé un enfant, donc Baby Yoda, lors d'une mission qui tourne mal, doit le recueillir et le livrer à son peuple, en l'occurrence les Jedi. Donc avant de se lancer dans l'aventure, est-ce que Karel, tu peux rappeler les origines de la série ? Alors oui, surtout qu'elles sont assez importantes et assez intéressantes dans le cas précis de Mandalorian, parce que c'est une gestation de très longue haleine qui synthétise plusieurs projets qui ont été avortés. On commence par George Lucas qui avait des plans pour Boba Fett, donc le fameux chasseur de primes avec le casque vert qu'on avait découvert dans l'Empire contre-attaque. Il avait des plans pour lui dans la trilogie initiale avant de se raviser, et le personnage a pas mal survécu, surtout via les produits dérivés, que ce soit le Star Wars Holiday Special, les jouets, Jango Fett dans la prélogie, plus Star Wars Bounty Hunter qui était un jeu dérivé de Jango Fett, puis Star Wars Underworld également, qui était un projet que George Lucas souhaitait voir en série live, explorant le côté plus film noir et gangster de la galaxie que l'on aime. Tous ces projets ont été d'abord remodelés sous le projet Star Wars 1313, qui était un jeu vidéo confié à Visceral Games et édité par Electronic Arts, dirigé par Amy Hennig, qui était la créatrice de Uncharted. Et le projet avait été annulé, et le jeu était centré d'ailleurs sur Boba Fett. Finalement, d'annulation en annulation de tous ces projets, on se retrouve avec une base de travail quand même assez large, assez consistante, et c'est là qu'arrive Mandalorian et que Disney se dit et finalement est-ce qu'on peut pas faire quelque chose avec ça. Arrive donc Jon Favreau qui est un peu le couteau suisse de Disney, qui est réalisateur, scénariste, producteur, série et cinéma. Il a un énorme bagage dans le milieu de la production audiovisuelle et c'est aussi une valeur sûre pour eux parce qu'il a fait Iron Man, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, 3 énormes succès et donc il va aller chercher Dave Filoni qui est donc issu lui du monde de l'animation, qui a fait partie de l'équipe fondatrice de Avatar, le dernier maître de l'air. C'est George Lucas qui est allé le chercher pour co-créer The Clone Wars, à la suite de quoi Filoni va créer Star Wars Rebels. Donc c'est vraiment, je dirais, le fils légitime de George Lucas, qui a un peu survécu à la passation Lucasfilm-Disney, on va dire. C'est un peu la mémoire de George Lucas dans l'équipe actuelle. Donc ce duo va s'entourer d'un pool de réalisateurs et de réalisatrices issus de milieux assez divers, mais majoritairement du cinéma, avec un budget de 15 millions par épisode et un partage d'idées constant entre les scénaristes, les réalisateurs, qui portent sur la direction de la série et sur le rapport de chacun à Star Wars. Donc l'idée c'est clairement de faire un effort concerté pour ne pas recréer la précipitation et ne pas recréer la course à l'ego qu'a été la dernière trilogie. Pour porter le projet à l'image, on a une distribution qui est quand même assez importante. On a Pedro Pascal, donc qui vient de Game of Thrones. Cette fois, il porte un casque. Carl Weathers, qui nous vient de Rocky et Predator. Gina Carano, qu'on avait aperçu rapidement dans Deadpool. Giancarlo Esposito, qu'on a vu dans Breaking Bad et dans The Boys, dont on a livré une critique au passage. Et même Werner Herzog, donc qui fait coucou avec un accent à couper au couteau. Et enfin, pour porter un peu tout ça, on a une série qui va avoir une diversité technique assez énorme, avec beaucoup d'outils mobilisés qui vont de l'animatronique pour Baby Yoda à une technologie nouvelle qui est donc le Stagecraft, appelé aussi le volume. C'est une technologie créée par ILM dont on parlera peut-être dans la reprise, mais ça avait déjà été testé sur quelques séquences du Livre de la Jungle et ici c'est déployé sur tout le projet et le rendu est quand même assez saisissant. Ils sont allés chercher les bonnes personnes, ils sont allés chercher des artisans et l'objectif c'est clairement de faire un projet concerté qui synthétise plusieurs décennies d'histoire de Star Wars. Et alors avec toute cette recette, toute cette formule magique on pourrait dire, est-ce qu'on envoie le résultat à l'écran ? Bah écoute, le résultat à l'écran, c'est que déjà on a une note d'intention qui est assez claire, c'est qu'on a un duo de personnages, donc le Mandalorien et l'enfant, donc un personnage qui va être taiseux et sérieux et l'autre qui va être mignon et comique, et c'est autour de ce duo que vont s'articuler des petites histoires avec une cadence ouvertement épisodique, on va pas être sur du feuilletonnant, en tout cas pas au départ. Chaque épisode va constituer une unité narrative avec une direction de mise en scène, d'où l'idée d'avoir un réalisateur ou une réalisatrice par épisode. Donc à partir de là, chaque chapitre se donne une histoire à raconter,
et va ajuster sa durée en fonction, entre 35 et 50 minutes, ce qui est assez frais finalement, parce qu'aujourd'hui on a énormément de feuilletonnants étalés sur un format qu'on connaît bien, qui est 12 x 50 minutes, quitte à avoir des longueurs, et justement ici on n'a pas ces longueurs inutiles, en tout cas on n'en a pas trop, et du coup on retrouve pas ce syndrome un peu Game of Thrones où en milieu de saison on s'ennuie ferme, avec du coup un gros rush sur les 2 derniers épisodes. Ici la formule permet quand même d'explorer pas mal de genres, pas mal de registres, on a des épisodes qui sont beaucoup plus légers que d'autres, on a du western, du film noir, du film de gangster aussi du coup, et de l'aventure aussi et de l'action plus classique, et ça permet de creuser aussi certaines références auxquelles George Lucas rendait hommage dans le premier Star Wars, que ce soit le setting un peu western de Tatooine, ou même tout simplement la forteresse cachée de Kurosawa, dont le premier Star Wars était un remake officieux. Ici on va plutôt chercher du côté de Baby Cart, mais globalement il y a pas mal de moments comme ça qu'on sent vraiment imprégné d'un héritage du cinéma japonais, c'est plutôt agréable. Donc globalement la formule, on a un chasseur de primes qui voyage entre différents points d'intérêt où il va résoudre des intrigues locales en échange d'informations ou d'upgrades pour son équipement. C'est littéralement un jeu vidéo en monde ouvert, ce qui en fait une meilleure adaptation de The Witcher que la série The Witcher. Sinon globalement le résultat quand même il est assez rafraîchissant, assez irrégulier quand même, malheureusement. Certains épisodes sont très sympas, on a un remake des 7 samouraïs, on a un épisode avec une prison qui est super, on a l'épisode de Dave Filoni dans la saison 2, je pense, dont on va parler pendant un moment parce qu'il était vraiment extraordinaire, et d'autres qui sont très mauvais. Ne suivez pas mon regard, Rodriguez. Le vrai problème en fait, c'est que du coup, cette direction un peu tous azimuts accuse un problème de gestion du ton, en fait, je trouve. La dynamique entre Mando et bébé Yoda est plutôt bonne, d'autant que ce dernier apporte un peu de poésie, notamment tout ce qui est lié à la force, et au réveil de la force justement, qui marche très bien, mais c'est son côté comique, son exploitation en tant que sidekick comique marche pas du tout. Notamment, il y a un épisode où le Mandalorien doit protéger des œufs, il escorte une mère qui a peur de perdre ses enfants, et bébé Yoda les mange. Ça me choque horriblement. Alors l'enjeu de l'épisode c'est de protéger des œufs, et on essaie de te faire passer en même temps que c'est bébé Yoda qui les mange, donc c'est drôle, donc c'est mignon. Mais non, c'est pas mignon. Genre non, c'est pas mignon. Enfin voilà, donc malgré tous ces petits problèmes, ça reste assez rafraîchissant, mais je l'ai dit, quand même assez irrégulier. Et alors, à part Baby Yoda, qui semble exister entre autres aussi pour faire vendre quelques peluches et quelques goodies, il est vrai. Concrètement, Karel, qu'est-ce que Mandalorian apporte à Star Wars ? Bah, c'est là que j'ai peut-être le plus de réserves, parce que la plus grande force de la série, à mon avis, c'était de s'émanciper du canon de la grande histoire de Star Wars pour raconter justement ses propres histoires. C'est parce qu'on est à une échelle différente, avec des petits personnages, que la portée mythologique de Star Wars et de la Force peut surgir et nous prendre par surprise, et donc réveiller le mythe, justement. C'est ça qui est intéressant. Et le problème, c'est que, c'est la saison 2. C'est-à-dire que la saison 2, c'est une banane cosmique, vraiment. On réintroduit des personnages dont on ne va pas parler ici, maintenant, mais ce sont des personnages qui raccrochent de façon extrêmement violente les enjeux à la grande histoire de Star Wars. Ajoutons à cela le fait que la plupart des personnages qu'on a découverts dans cette série, notamment Cara Dune par exemple, vont avoir droit à leurs spin-offs respectifs. On en ressort avec un goût très amer en fait, parce qu'on se dit que ce qui aurait pu être une très belle petite histoire qui se tient d'elle-même, finalement n'a servi que de teaser à autre chose de beaucoup plus gros. Et on en revient au problème de Disney avec Star Wars, c'est qu'ils savent pas raconter quelque chose de neuf sans céder à la stratégie de marque systématique, surfant sur la nostalgie, la dérivation d'histoires qu'on connaît déjà, et la déclinaison ad nauseam de ce qui fonctionne, en fait. C'est d'autant plus frustrant que Mandalorian semblait prendre une direction différente, mais bon, Disney est plus lièvre que tortue, on va pas les réinventer. Bref, pour toutes ces raisons, Mandalorian, pour moi, c'est une série paradoxale. D'un côté, elle apporte quelque chose de très léger, de très frais, elle prouve que Star Wars peut se relancer, en nourrissant cet univers que la grande histoire des films récents se contente de survoler, à défaut de savoir le suggérer. Mais à l'heure du bilan, si on prend en compte les récentes annonces, si on fait le bilan de la saison 2, finalement, cette série, c'est plus un gros poisson pilote qui jette des lignes à droite à gauche pour tester le public avant justement d'envoyer la sauce. Et on a vu le résultat lors de la grosse keynote de décembre dernier. Donc je suis déçu, mais je choisis quand même d'en garder le meilleur parce que ça prouve qu'un autre Star Wars est peut-être encore possible pour peu qu'on laisse des artistes travailler en conscience sur un projet qui leur tient à cœur. Très bien, Karel. Merci pour cette grosse critique. Alors, Gabin, à ton tour, donc depuis le temps, je pense que vous avez compris qui était Mando et qui était Yoda autour de cette table. Du coup, Baby Gabin, est-ce que tu veux un peu nous donner ton avis sur Mandalorian ? C'est trop mignon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça ? Alors, comme Karel, tout simplement, j'ai une sensation très mitigée après avoir terminé cette saison 2, comme la saison 1, puisque pour moi, ça a exactement les mêmes travers. Le rythme, pour moi, est toujours autant en dents de scie, parce que, voilà, on a ces épisodes de durée variable, entre 35 et 40 minutes, 30-40 minutes effectivement, mais je trouve quand même qu'il y a parfois des lenteurs, on s'ennuie un peu, il y a toujours des épisodes filler dans lesquels il se passe
pas grand-chose, puisque le Mandalorian, donc Pedro Pascal, c'est toujours autant l'homme à tout faire de la galaxie très lointaine, ça a deux doigts d'être un livreur Deliveroo, et moi j'ai beaucoup de mal avec cet esprit dont tu parles notamment, Karel, donc dans ta critique, comme quoi c'est le chasseur de primes, un peu comme The Witcher, qui erre d'un point à un autre, qui fait simplement ce qu'on lui dit de faire, et donc l'intrigue n'avance pas, puisque c'est juste Mando qui arrive dans un coin, on lui dit tiens, pendant que t'es là, est-ce que tu peux pas tuer le monstre qui est là-bas, comme ça, ça va être sympa. Et j'ai du mal aussi avec le fait qu'ils essaient de l'humaniser par moment, mais ça marche pas forcément, et il y a toujours aussi cette grosse tentative de lui faire retirer son masque constamment, son casque constamment, et ça m'agace, j'en ai marre qu'ils arrêtent de faire ça, parce que vraiment je trouve ça inutile, je trouve que ça échoue complètement à chaque fois. Donc j'ai vraiment l'impression que Mando, il reste un homme tampon qui ne sert qu'à introduire un garage à guest star incroyable. Y a qu'à voir comment on a tous réagi quand Timothy Olyphant est arrivé dans le premier épisode, à raison, parce qu'il faisait très chaud d'un coup. Comment sont arrivés Rosario Dawson, Michael Biehn, Katee Sackhoff, donc je vais pas détailler les personnages pour pas trop spoiler. Donc voilà, c'est vraiment ce garage à star qui redouble mon impression que Mandalorian, ce n'est qu'une plateforme de lancement à tous les autres projets annoncés. Pour moi, c'est juste une série qui sert de prétexte, et ça se ressent tout autant dans la mise en scène, qui est pour moi assez peu extraordinaire finalement. C'est assez anecdotique, sympathique, sans être extraordinaire. Il y a que Bryce Dallas Howard qui sort son épingle du jeu cette fois-ci, et Eric Famuyiwa, et effectivement, qui a eu l'idée de prendre Robert Rodriguez. Pour moi, la seule personne qui s'éclate, en tout cas, c'est toujours Ludwig Göransson à la musique. Effectivement, c'est vrai que c'est un des GOAT, Ludwig Göransson, qui a d'ailleurs remporté un Grammy Award ou un Emmy Award, je ne sais plus, pour sa musique, un des deux. Et je voulais justement revenir, Gabin, sur quelque chose que tu disais à propos des personnages secondaires, puisque la seconde saison a introduit beaucoup de personnages comme Ahsoka notamment, mais aussi les personnages de Katee Sackhoff notamment. Est-ce que ça vous a brouillé votre compréhension, ou est-ce que au contraire vous avez quand même pu suivre la série sans forcément savoir qui étaient ces personnages? Parce que en tant que personne qui connaît à peine Rebels et The Clone Wars, c'est vrai que j'avais l'impression que certains enjeux m'échappaient un petit peu en tant que newbie. Ça m'a donné envie de rattraper Clone Wars et Rebels, donc j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Mais est-ce que pour un public qui n'a pas forcément l'envie de rattraper ces deux séries animées-là, est-ce que c'est pas un petit peu handicapant sur le long terme? Pour te répondre, là on glisse en zone spoiler, très clairement, ouais. Mais pour te répondre, j'avais vu des visuels de Ahsoka, donc je voyais plus ou moins de quel personnage il s'agissait. Je connaissais pas ses relations avec certains personnages de la grande histoire de Star Wars, mais en tout cas ce qui en était suggéré dans l'épisode laisse entendre que effectivement elle a eu un lien très direct avec certains grands protagonistes de la famille Skywalker, on va pas dire lesquels, mais c'était suggéré avec juste ce qu'il faut, c'était suffisamment précis pour qu'on voit de qui elle parle, et en même temps c'était suffisamment pudique pour pas être grossier. Je trouvais que l'apparition d'Ahsoka marchait très très bien. On sent clairement que Dave Filoni, c'est son bébé d'amour, ce personnage, et qu'il l'apporte à bout de bras, et puis cet épisode aussi, c'était la première fois que Filoni faisait du live action. C'est assez amusant, je trouve que c'est la première fois qu'un réalisateur d'animation passe derrière la caméra, et c'est le meilleur épisode. Je trouve ça assez incroyable, mais bon, c'est mon avis, une fois encore, c'est mon épisode préféré, mais il y a une rigueur dans la mise en scène et tout. Pour te répondre directement, je regarderai peut-être pas Rebels et Clone Wars parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Ahsoka, je regarderai peut-être, on verra. Mais ça m'a pas gêné. Juste par contre, Dave Filoni a réalisé des épisodes de la saison 1 qui étaient parmi, à mes yeux, les plus faibles. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi un peu son glow-up sur la saison 2. Je voulais aussi un peu revenir sur la mise en scène, donc Gabin, tu parlais un petit peu, non seulement en matière de direction artistique, comme on en a un peu parlé, mais aussi, Karel, tu teasais un petit peu l'utilisation du stagecraft, qui est un enjeu majeur pour les années à venir, surtout, j'ai envie de dire, avec ce qui se passe actuellement à cause du Covid. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette technologie? Est-ce que tu penses qu'elle peut apporter autre chose, pas seulement à Mandalorian, mais aussi au reste de l'industrie hollywoodienne? Alors, effectivement, mea culpa, Dave Filoni a bien réalisé le premier épisode de la saison 1. Déjà, commençons par ça, je pensais que c'était Favreau. Et en fait, j'avais inversé dans ma tête, c'est Favreau qui a scénarisé et Filoni qui a réalisé, je pensais que c'était l'inverse. Pardon. Donc oui, le stagecraft, c'est quelque chose d'assez important. C'est une technologie, on la présente comme une révolution, ça va faire plein de choses. Bon, si on schématise, déjà, c'est quoi? Jusqu'à maintenant, l'imagerie numérique traditionnelle supposait que les acteurs jouaient sur du fond vert, on voyait notamment avec la prélogie Star Wars, donc les acteurs jouent sur du fond vert et on les incruste en post-prod sur un décor modélisé numériquement, ce qui implique des limitations dans la direction d'acteurs, la gestion de l'espace, les reshoots sont coûteux, faut tout refaire, surtout ça prend beaucoup de temps. Et désormais, en fait, le stagecraft, on va avoir une espèce de grand écran à 360 degrés autour des acteurs, en tout cas ajustable en fonction des besoins de la mise en scène, qui va projeter, qui va diffuser un environnement modélisé
en 3 dimensions et en temps réel, grâce au moteur de jeu vidéo Unreal Engine, ce qui permet du coup une gestion en temps réel de la lumière des environnements, et donc les acteurs savent où ils jouent, où ils doivent regarder quand il y a un monstre qui apparaît, etc. Et surtout, le décor peut s'ajuster, en tout cas tout ce qui est parallaxe, etc. peut s'ajuster en temps réel, parce que le moteur est relié au mouvement de caméra. On gagne énormément de temps, et ça apporte du coup aussi un certain cachet visuel, parce que ça permet de cumuler des constructions en dur, l'incrustation numérique au sens où on l'entend. Et du coup, à l'image, ça donne quelque chose de très intéressant, et pour moi, le personnage du Mandalorien est un choix pertinent là-dessus, parce que son armure, littéralement, reflète la lumière de l'environnement tout le temps. Quand le ciel est bleu, on le voit sur son armure, quand il y a du sable, il se dépose sur son armure et la lumière va se refléter de façon un peu différente. On va ressentir le grain des textures, même la boue. Il y a un épisode dans la saison 1, si je dis pas de bêtises, où il se bat contre un monstre dans la boue et on ressent vraiment la lumière du ciel au-dessus de sa tête. C'est assez incroyable. Donc ça ancre vraiment concrètement les enjeux et les personnages dans un environnement. Maintenant, le problème, c'est que la photographie, du coup, est assez limitée parce qu'on peut plus jouer sur la verticalité des environnements. En tout cas, pas pour l'instant. Et le travail nécessaire pour modéliser autant d'environnements en amont suppose qu'il faut les rentabiliser. Et donc ça veut dire qu'à l'échelle de la série dans Mandalorian, on va revenir beaucoup dans des environnements qu'on connaît. On va aller sur Tatooine 2 fois, on a une planète forestière, on va y aller 2 ou 3 fois, on a une planète volcan, on va y aller 3 ou 4 fois. Enfin voilà, on recycle pas mal d'environnements et c'est un peu dommage, mais c'est une technique qui est porteuse et puis surtout, d'autant plus que maintenant, avec le Covid, j'ai envie de dire, si Disney peut tout tourner en studio, ils vont pas se priver, quoi. Pour moi, toute cette discussion sur cette révolution technologique, ça me rappelait une conférence que j'avais pu suivre au Festival d'Annecy il y a 2 ou 3 ans sur le rôle de la prévisualisation, donc dans tout ce qui est effets visuels, justement, et sur la manière dont la visualisation des effets spéciaux pouvait faciliter le travail des réalisateurs, des acteurs sur le plateau. Et je me souviens, justement, ils avaient montré des vidéos du tournage d'un Star Wars, je crois que c'était Rogue One, Ouais. Et donc il y avait déjà des technologies similaires sur le plateau pour notamment les scènes dans les vaisseaux, pour avoir l'espace, enfin du moins les étoiles, la vitesse lumière, le passage à la vitesse lumière. Donc c'est déjà des technologies qui sont utilisées effectivement à Hollywood, donc d'autant plus sur Mandalorian. Donc certes c'est une révolution technique, mais comme Karel, j'ai un peu le même avis. Je trouve que pour le moment, niveau décor dans la série, ça reste assez limité. On a un peu l'impression de tourner en rond. Enfin, on voit que c'est du studio quand même à certains moments, ce qui est un petit peu regrettable effectivement. Et quand c'est pas en studio, c'est l'épisode 6, réalisé par Robert Rodriguez, qui se déroule en Californie, entre 2 pauvres rochers. Et c'est là qu'on se dit que, ah oui, peut-être en fait, l'utilisation de la technologie, là, finalement, elle aurait peut-être pas été de trop. D'ailleurs, il faut savoir que pour Robert Rodriguez, en fait, il a vraiment été contacté à la dernière minute. Donc, il a pas eu le temps de préparer ça comme d'autres réalisateurs, comme je pense Bryce Dallas Howard ou autres, ont pu avoir le temps de se préparer. Donc, je pense que ça peut expliquer aussi certaines choses au sujet de cet épisode assez controversé de la série, c'est le moins qu'on puisse dire. Jamais une colline n'a été filmée comme ça. Genre, vous n'aurez jamais vu ça. On est d'accord que cet épisode, pour moi, c'est un peu le seul en décor naturel, mais qui est tellement immonde visuellement. Je disais à Karel, on a l'impression que c'est un fan-film fait avec 2,6 $. C'est immonde. Je comprends pas. C'est là, à mon sens, que la série atteint ses limites. Mais à voir en saison 3 ce qu'ils pourront en faire, puisqu'une saison 3 a été confirmée toujours avec le Mandalorian. Et je voulais vous poser une dernière question avant qu'on termine. C'est qu'on n'a pas beaucoup parlé du casting. Et je voulais avoir un petit mot dessus de votre part. Je sais, Karel, je crois que tu pourras me confirmer que tu n'es pas très très fan de Giancarlo Esposito en méchant. Ah oui, oula. Écoutez, il y a plein de gens qui parlent de la moustache de Henry Cavill. Moi, ce sera la moustache de Giancarlo Esposito dans Mandalorian. On n'est plus tellement entre nous, donc je vais être rapide. Je trouve qu'il marche pas, en fait. Il en fait des caisses, son armure est... Enfin voilà, la première fois que j'ai vu son sabre laser noir, j'ai rigolé, en fait. Et après, j'ai compris d'où ça venait et ce que ça impliquait au niveau de l'histoire et du lore global de Star Wars. Donc maintenant, je me suis un peu ravisé. S'il y avait peut-être pas une erreur de casting, mais une erreur dans la caractérisation et dans la direction d'acteur, ce serait Moff Gideon, je trouve. En plus, ses motivations sont un peu caricaturales. Je sais pas, il y a un truc qui marche pas avec ce personnage. Et puis surtout, on en revient à ce qu'on dit d'habitude sur l'Empire, c'est que l'Empire, pourquoi c'est l'Empire ? Comment Lucas l'a iconisé ? C'est en présentant des hommes blancs, âgés, là où la rébellion est multiculturelle, multiethnique et il y a une diversité. Et le fait de faire jouer
un officier d'un empire décadent par un acteur de couleur, je sais pas, il y a un contresens. Je comprends pas ce choix en fait. Mis à part miser sur le fait que Giancarlo Esposito est un méchant bankable quoi. Est-ce que c'est pas aussi un peu un casting un peu colorblind qui n'a pas de réelle résonance politique par rapport à The Boys qui avait aussi, on en parlait un peu d'ailleurs dans notre critique, The Boys a aussi Giancarlo Esposito en méchant et par contre sa couleur de peau est évoquée lors d'un dialogue dans le final avec Billy Butcher, ce qui est totalement absent ici, mais en soi on avait déjà cette idée un peu de davantage de diversité dans le profil des méchants dès à mon sens la postlogie avec Gwendoline Christie qui jouait Phasma. Pour moi à mon sens c'est un peu plus cohérent dans la manière de dire il y a des méchants partout, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les orientations sexuelles. Est-ce qu'on peut pas se dire aussi que c'est juste Disney qui n'est pas super au point sur ces questions-là et qui caste juste un acteur bankable qui a déjà joué beaucoup de méchants, qui va pas forcément plus loin? En fait, voilà, je pense que si tu le prends comme un méchant cartoon, il passe, oui. Quoi. Mais est-ce que Star Wars est un cartoon ? Je ne sais pas. Gabin, un mot sur le casting, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Pedro Pascal, ou même de Gina Carano ou autre, alors que c'est quand même un casting plutôt solide, comme l'a dit Karel. Ouais, bah c'est vrai que Gina Carano, moi je me souviens encore de quand elle était dans Fast and Furious 6, je ne sais plus, je crois que c'était celui-ci, ou le Soderbergh, où du coup elle jouait une espionne qui tapait sur tout le monde, c'était magnifique. Je sais pas, je l'aime bien dans ce rôle, ça me donne envie de la voir dans le spin-off sur les Rangers, donc Rangers of the New Republic, avec Carl Weathers. Quand bien même Gina Carano s'est illustrée par des propos un peu étranges ces derniers mois, ou Rosario Dawson qui a aussi trempé dans quelques déclarations un peu cheloues. Je trouve que Rosario Dawson aussi en Ahsoka Tano est vraiment génial. C'est aussi ce qui pourrait me donner envie de voir la série sur Ahsoka. Et je trouve ça assez surprenant que Disney n'ait pas recasté Bo-Katan et ait pris Katee Sackhoff, donc il l'a bien doublé dans les séries animées que je n'ai pas encore vues, et là aussi je me dis j'ai peut-être pas trop le temps de les voir malheureusement, mais je pensais qu'ils allaient peut-être la recaster en prenant quelqu'un de peut-être plus connu, et finalement non, ils ont pris Katee Sackhoff qui était sa voix et qui l'incarne désormais à l'écran, et je trouvais ça plutôt sympathique. On en revient à ce que j'essayais de dire au début de la critique, c'est que c'est une série qui est faite par des gens qu'on a laissé travailler, en fait. Filoni, il a eu la chance qu'on le laisse travailler sur Clone Wars et sur Rebels, et du coup, c'est une philosophie qui est de dire, bah, vous aussi, vous avez votre place à l'écran, vous aussi, on peut vous mettre en avant. Typiquement, on a les storyboards qui sont mis en avant dans le générique de fin, on a plein de techniques différentes qui sont mises en avant, enfin, les animatroniques et le stagecraft, je vais pas y revenir, mais voilà. Je trouve qu'il y a un esprit global autour de cette série, malgré tous ses défauts évidents, hein, qui transpire et qui te fait dire que c'est quand même des gens qui ont envie de faire bien les choses, on veut donner aux gens les moyens de bien faire les choses, et tu sens que les gens sont contents d'être là. Je sais pas, il y a un truc qui transpire quand même, donc j'attendrai quand même la saison 3 et 4, là-dessus. Bon, malheureusement, elle reste un petit peu prise en otage par les projets qui vont graviter autour, quoi. Le mot de la fin sera pour Gabin. C'est vrai que moi je me demande vraiment ce qu'ils vont faire pour la saison 3, parce que pour moi cette fin se suffit aisément à elle-même, parce que c'est vraiment la fin de quelque chose, on va pas rentrer dans les détails pour spoiler, mais je me demande ce qui va se passer, j'ai peur que ça soit un petit peu plus ennuyeux que ce que ça a déjà été dans ces 2 premières saisons. Après, j'ai aussi trouvé ça assez opportuniste au niveau de la scène post-générique qui annonce donc Boba Fett. Spoiler ou pas, et je trouve que c'est un peu inquiétant puisqu'on sait que Robert Rodriguez est annoncé à la production, donc potentiellement à la réalisation de certains épisodes. J'espère qu'il va se rattraper, et pour moi aussi, je voulais rebondir sur le fait que le rétro-pédalage de Disney et Lucasfilm s'affiche une fois encore, puisque à la fin, on replonge dans les facilités scénaristiques et la nostalgie à gogo. Pour une saga qui voulait nous faire oublier les Skywalker, eh ben, on est un petit peu mal barré quand même. Non mais c'était bien, Rogue One. C'était très bien. Voilà. Et comme c'est moi la présentatrice, je termine l'émission là-dessus. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitch, YouTube, Twitter et Discord. N'hésitez pas à partager cette émission. N'hésitez pas aussi à nous laisser quelques commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de ces 2 saisons de Mandalorian et pourquoi pas vos théories sur la saison 3. Merci à Karel et merci à Gabin. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres critiques de la pop culture. D'ici là, portez-vous bien. Bisous bisous. Salut. Ciao.